Nouvelle perspective dans la bouche d'un paléoanthropologue. Parler de l'avenir, du progrès et de l'évolution alors que je suis un spécialiste des grands singes et des fossiles. Voilà qui peut sembler quand même extraordinairement paradoxal. Alors, ceci dit, c'est pas évident, puisque dans le monde aujourd'hui, il y a à peu près 3 conceptions du monde tel qu'il est. La majorité des personnes pensent que le monde n'a pas changé, qu'il a été créé comme cela ou qu'il a émergé de cette manière-là dans la diversité des récits sur les origines du monde. En ce qui concerne la France, notre pays, nous avons été nourris à l'idée de progrès, justement. L'idée, surtout au XVIIIe siècle et mise en œuvre au XIXe siècle, que nous avions une maîtrise par la médecine, par les techniques, par les transports, de ce que serait l'avenir radieux de l'homme. Seulement, ça a posé un problème, puisqu'il y a eu une idéologie, donc demain sera meilleur, bien sûr. Mais alors après, on a classé tout ce qui précédait en le dégradant. Imaginez ce que j'ai récupéré dans la préhistoire, d'où la tête douteuse de nos ancêtres Cro-Magnons ou Néandertal, qui sont représentés comme des brutes absolument abjects et vulgaires. Et puis, que vous le vouliez ou non, en fait, nous sommes dans un monde qui change tout le temps, en raison d'une pluralité de facteurs, et ça s'appelle l'évolution. Et cette évolution, comme vous le savez, est très contestée, mais néanmoins, progrès et évolution ont cheminé à peu près de manière synonyme. Alors, si j'étais venu avec un chimpanzé, mais les jeunes de l'EM de Lyon n'y tenaient pas trop, ce chimpanzé sera à côté de moi, vous diriez « Hey, il ressemble beaucoup à Pascal Pic ». Ça, d'accord. Mais ça vous inclut dans le lot. Et dans la première vision du monde, vous direz « Ah, l'homme est à Dieu ce que le singe est au diable, donc ça ne bouge pas ». Dans la deuxième vision du monde, c'est celle que vous avez apprise, que j'ai apprise, on dira l'homme descend du singe. Voilà, nous sommes toujours les meilleurs et les autres sont quand même moins bien. Et puis, troisième vision du monde, le chimpanzé et l'homme ont un ancêtre commun et sont tout aussi évolués, c'est-à-dire récents. Eh bien, vous voyez, personne ne conteste cette relation de proximité entre le chimpanzé et nous. Mais dans un cas, ça ne bouge pas. Dans l'autre cas, vous rendez l'autre péjoratif et inférieur. Dans le troisième cas, vous vous dites qu'il va falloir que ça bouge et comment rester dans la course de l'évolution. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles le monde bouge. D'abord, les catastrophes dites naturelles, c'est-à-dire changement climatique, météorites. Vous avez vu Jurassic Park, voilà. Vous êtes un super tyrannosaure, personne ne vous embête, vous ramassez un météorite, ça change. L'autre raison pour laquelle ça bouge, évidemment, il y a le volcanisme, tout ça vous l'avez vu. Donc tout ceci impacte l'histoire de la vie, des événements, bien sûr, indépendants de l'histoire de la vie. Et la deuxième raison, et ça on le connaît beaucoup moins bien, ça vient de Lewis Carroll. En fait, une espèce ou des populations d'une espèce ne bougent pas toutes seules. Nous sommes toujours en coévolution. Nous sommes toujours en relation avec une pluralité d'organismes, des plus microscopiques, des plus minuscules, aux plus importants comme les prédateurs. Et ça, c'est la course de la reine rouge. C'est Lewis Carroll. Il nous faut courir le plus vite possible pour rester à sa place, car en fait, l'immobilité, c'est la mort. Donc, par exemple, la course avec les maladies, comme avec la grippe, c'est de l'évolution. Et bien évidemment, tous les pays ne sont pas à égalité de chance, parce que vous le savez, en Amérique, ils ont Bruce Willis pour parer aux catastrophes naturelles. Nous, on a Gérard Depardieu, donc c'est moins évident. Alors, comment se fait le changement? Alors bien sûr, ceux qui disent que ça ne change pas, qu'est-ce qu'on peut faire, Alors, il y a 2 grandes théories, M. Lamarck et M. Darwin. Alors, M. Lamarck est le premier, mais il n'est pas le seul, bien sûr, à nous dire que le monde change parce que les espèces, donc les sociétés pour nous, ont tendance à se perfectionner. C'est-à-dire qu'on est capable de mobiliser la créativité, l'innovation, l'invention. On a appris ça à l'école. Les inventions sont les filles des nécessités. Et à partir de là, c'est la parabole de la girafe. Il était une fois l'ancêtre des girafes qui avait un cou plus court. Tung. La couronne des arbres devient plus haute. Faut manger. Donc, par une sorte de bodybuilding inconscient, les ancêtres des girafes allongent leur cou, c'est la fonction crée l'organe, et acquièrent un caractère cou plus long. C'est ce qu'on a raconté aussi pour les hommes qui sortent dans la savane et qui se redressent. Ça ne marche pas comme ça, ni pour le cou, ni pour les jambes. Mais néanmoins, cette idée est absolument géniale parce qu'elle dit que les organismes, les sociétés donc, ont la capacité d'innover si l'environnement pose des difficultés. Traduction pour les entreprises, et c'est ce qu'on voit dans tous les manuels d'innovation,
si le marché bouge, il faut innover pour rester dans la course de la Reine Rouge. La deuxième grande théorie qui va émerger, celle de Charles Darwin, est en fait au cœur de la révolution industrielle, c'est-à-dire du monde dans lequel on est. Et là, vous avez en haut à droite représenté le club de la Lune. En fait, ce club de la Lune n'a rien à voir avec des gens qui essayent de faire de l'astrologie. Pas du tout. Vous trouvez Adam Smith, Erasmus Darwin, le grand-père de Charles, Benjamin Franklin, James Watt, Matthew Boulton. Et ces gens-là sont intéressés par le changement dans la nature, ça donnera les théories de l'évolution. Dans la société, ça donnera les démocraties. Et bien sûr, le changement dans l'économie, ça donnera le libéralisme, mais pas au sens français, au sens vraiment anglo-saxon. Ce sont les Lumières écossaises, les Lumières des Midlands. Et ces gens-là vont inventer le monde dans lequel on est. Et cette théorie de l'évolution de Darwin est la fille de ces grands changements. Et Darwin, c'est fabuleux. Je vais le répéter 2 fois. C'est le premier à dire, avec Russell Wallace, représenté ici, que toute différence est une potentialité pour l'innovation. C'est la première philosophie dans l'histoire des idées qui nous dit que toute différence est une potentialité pour l'innovation, pour l'adaptation et, si ça va bien, pour l'évolution. Et ces gens-là, évidemment, vont militer contre le sexisme et contre le racisme. Donc Darwin, c'est une idée fabuleuse qui est encore très mal comprise, même dans le monde anglo-saxon et bien sûr ailleurs, notamment en France, sauf chez les biologistes. L'idée de progrès dans laquelle nous avons été nourris, c'est ça. On a toujours la possibilité de trouver des solutions et c'est ce qu'on entend par exemple face au réchauffement climatique. On trouvera des solutions même si ça change. Vous pouvez tenir ce discours aux Philippines en ce moment, à mon avis, ils ne vont pas vous écouter facilement. Vu ? Et en fait, nous avons encore du mal à comprendre comment ceci a pu se faire. Car j'ai pu identifier, depuis quelque temps, en travaillant sur ces questions-là, 6 grandes périodes dans l'histoire de l'humanité qui ont eu un impact à l'échelle de la planète. Il y a 2 millions d'années, sortent des premiers hommes. Ils ont, en fait, 2 millions d'années, ils ne dépassent pas les 1,20 m, ils ont un cerveau de 600 cm3, la moitié du vôtre, et pourtant, depuis l'Afrique, ils vont s'installer un peu partout en Eurasie. Donc, à chaque fois, on va avoir mondialisation et expansion géographique. La deuxième grande période, c'est 100 000 ans. C'est notre espèce qui va se répartir comme une traînée d'ocre sur l'ensemble de la Terre. La troisième période, c'est la première révolution industrielle, ensuite la deuxième, et aujourd'hui la troisième qui arrive. À chaque période, vous trouvez un faisceau de facteurs. Et là, je brode sur Condorcet et Jeremy Rifkin, c'est quand même pas mal comme référence. Et à chaque fois, vous avez un nouveau mode de communication, le langage, des nouvelles représentations du monde. On commence à s'interroger, il y a 2 millions d'années, sur les commencements du monde, donc des récits sur les origines. Un mode de communication plus complexe et de compréhension du monde, donc le cerveau. Des modes de transport ou de locomotion, la bipédie qui est presque comme la nôtre. Des techniques de la taille de la pierre plus complexes, comme ici l'aqueléen. Le feu. Des organisations sociales qui changent également, avec des clans plus complexes. Le troc, parce qu'il y a toujours des formes de commerce. Et à cette époque-là, ils sont sur l'Afrique, l'Europe et l'Asie. Et c'était il y a 2 millions d'années, peut-être pas plus d'1 million d'hommes et de femmes. Deuxième période, notre espèce. Et là, on l'a élucidé depuis peu de temps. Là aussi, c'est pas langue, c'est les langages. Les langues qui se déploient, c'est la tour de Babel, si vous voulez. Les formes d'art complètement nouvelles, donc de nouvelles représentations du monde, de nouvelles croyances. On voit arriver les chamans, on voit arriver les parures. La bipédie, la marche debout est très perfectionnée, mais ils se déplacent en bateau. Et à partir de là, c'est des techniques très complexes du feu. C'est également des modes de cuisson. C'est les premiers fours. Ils ont des bateaux. Il y a des différenciations ethniques. Il y a même des civilisations qui partent des Pyrénées jusque dans l'Oural et ailleurs dans le monde. Et bien sûr, d'autres échanges, puisque des biens circulaient depuis sur des dizaines de milliers de kilomètres. Donc, vous voyez, la mondialisation, c'est pas récent. Et là, on passe au-dessus d'1 million d'individus. Troisième grande période, le néolithique. Et là, l'homme est installé partout sur la Terre.
Ce sont les écritures, ce sont les religions, les grands systèmes philosophiques, les chevaux, la roue, d'autres bateaux, les âges des métaux, vous voyez, nouvelles matières à chaque fois, des fours plus complexes, la poterie, la domestication. Et oui, le cheval va nous tenir jusqu'à la moitié du XXe siècle, les cités, les empires, le commerce et évidemment à l'échelle de la planète. Et là, nous sommes évidemment à peut-être une dizaine de millions d'hommes et de femmes. Quatrième, révolution industrielle, imprimerie, journaux, la poste, démocratie, les sciences, nouvelles connaissances, le train, la vapeur, manufacture, entreprise, la houille, les hauts fourneaux, les États-nations, exportation, colonialisme. Nous sommes à 1,5 milliard d'individus. Donc à chaque fois, vous avez mondialisation, à chaque fois, expansion démographique. La période que nous sommes en train de quitter, c'est la nôtre, celle de la révolution industrielle, la deuxième. Pareil, télécommunications, radio, téléphone, télévision. Vous avez aussi les démocraties, les droits de l'homme. Notre cerveau n'a pas bougé, mais nous sommes de plus en plus connectés. Les avions, les voitures, industrie et services, électricité, pétrole, nucléaire. Donc, globalisation, mondialisation, on est en plein dedans. Démocratisation du monde, comme vous le savez, et 7 milliards d'individus. Voilà. À chaque fois, donc, nouveaux modes de communication, nouvelles énergies, nouvelles représentations du monde, nouvelles connaissances, nouveaux moyens de se déplacer, nouvelles façons d'échanger des données, nouvelles formes de société et de nouveaux métiers. Est-ce que nous pouvons continuer ? Est-ce que la troisième révolution industrielle, annoncée par Jeremy Rifkin, va continuer ? Eh bien, mesdames et messieurs, c'est de ça dont je voudrais vous parler. Car en fait, jusqu'à présent, tout s'est fait avec un déploiement de plus en plus important sur la Terre et à chaque fois avec de plus en plus d'hommes et de femmes. Eh bien, aujourd'hui, ce modèle ne peut plus continuer. Depuis 10 000 ans, ça a été croissé, multiplié et produisé. Or, actuellement, nous atteignons les limites des ressources. Pour l'énergie, ça tient encore mieux. Pour les poissons, ça va très mal. Pour le sable de nos lunettes, ça va très mal aussi. Toutes les courbes de productivité sont en train de ralentir dans le monde entier. Les démographies sont en train de ralentir. La question, ce n'est pas 10 milliards d'hommes en 2050, c'est ce qui va se passer après, et on ne sait pas, puisque nous risquons une chute de la démographie. Alors, comment faire ? Il va falloir que nous inventions un nouveau modèle de progrès qui ne soit plus basé que sur des modèles quantitatifs, produisez plus, consommer plus, mais sur le qualitatif. Et on a les éléments déjà. Économie circulaire, économie verte, économie de fonctionnalité, les nouveaux réseaux, les réseaux intelligents pour l'industrie. On sait comment faire. Comment se fait-il que nous tardions autant à le faire puisque nous savons que les échéances arrivent très vite ? Eh bien, c'est ça l'homme. Tant qu'il n'est pas confronté au problème, eh bien, il n'y va pas. C'est ce que Nicolas Hulot appelle le syndrome du Titanic. Tant qu'on n'a pas touché l'iceberg, c'est bon. Moi, je rajoute que quand il coule, tant qu'on est en première classe, tout va bien. Sauf qu'on coule quand même. Et là, il va falloir qu'on abandonne les idées de progrès qu'on nous a apprises. Le primitif qui utilise des outils de pierre ou de bois, le chaman qui a une médecine apparemment dérisoire, les femmes qui sont soi-disant pas capables de faire de la technique. En fait, cette idée de progrès que j'ai esquissée très vite devant vous, c'est payé à un coût très cher, c'est que nous avons exclu en fait, depuis le genre Homo, ensuite Homo sapiens, ensuite les agriculteurs, ensuite les populations occidentales, en fait, de moins en moins de populations étaient engagées dans ce progrès. Et on a méprisé les autres. Et aujourd'hui, il faut bien comprendre que l'évolution, la course de la Reine Rouge, c'est de la coévolution. Le monde de demain se fera dans la diversité des hommes, des femmes, des cultures, des techniques et aussi avec les autres espèces. Il faut retrouver pour le progrès ce qu'est l'essence de l'évolution, abandonner le racisme qui est en fait une pire infamie dans l'histoire de l'humanité, abandonner le sexisme, abandonner l'espécisme, c'est-à-dire le rapport d'arrogance vis-à-vis aux autres espèces, à l'environnement, car c'est notre survie qui est en jeu. Imaginez que nous ayons fait cette conférence TEDx il y a 40 000 ans, mais l'école n'existait pas. Il y a eu dans cette salle des hommes et des femmes de Néandertal, des hommes et des femmes de Cro-Magnon, c'est vous et moi, des hommes et des femmes de Flores, tout petits, au premier rang, les hommes et les femmes de Denisova, qu'on a découvert que depuis 3 ans avec de l'ADN. Bref, il y avait plusieurs espèces d'hommes sur la Terre, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas se reproduire avec eux, mais ils étaient tout aussi humains, ils enterraient leurs morts, ils avaient des techniques, ils nous en ont donné, on leur en a donné. Et aujourd'hui, il reste qu'une seule espèce sur la Terre. Et en fait, que s'est-il passé ? Le succès de notre espèce depuis 100 000 ans, nous nous sommes déployés, je vous l'ai dit, depuis l'Afrique sur l'ensemble du monde, mais en chemin, et on le sait maintenant, nous avons éliminé
pas consciemment, je vous l'accorde, mais les autres hommes, Néandertal, Denisova et les autres, les grands mammifères, aujourd'hui les grands singes, et donc on ne pourra pas continuer comme cela. On ne peut pas continuer, car l'évolution, c'est la diversité et la pluralité. Et alors, quand on vous parle de Cro-Magnon, qui est à droite, là, et de Néandertal, on nous dit « Ah ouais, nous avons dominé, nous Cro-Magnon, parce que nous étions plus intelligents, parce que nous avions des armes, surtout, et des techniques. » Mais pas du tout. C'est parce que nous, les Cro-Magnons à cette époque, nous étions moins avantagés que Néandertal en Europe. Mais cependant, nous avions entamé la troisième grande expansion de la voie du progrès à travers de nouveaux modes de communication, de nouvelles organisations sociales. Et c'est là-dessus que ça va jouer. Et donc, en effet, ce n'est pas que les techniques qui sont facteurs de progrès, c'est la manière dont nous pensons la technique. Il va falloir sortir de la caverne de Platon, il va falloir repenser un progrès dans l'avenir des générations futures, c'est-à-dire notre avenir à tous. Il va falloir passer d'une RSE à l'autre, c'est-à-dire racisme, sexisme et espécisme, à responsabilité sociale et environnementale. Il va falloir que nous pensions à de plus en plus nous connecter avec tous les hommes et les femmes de la Terre, se dégager d'une vision linéaire et bloquée du progrès et penser à nouveau à la diversité, aux diversités, car tout homme et toute femme sur cette Terre est à égalité de dignité et toute femme et toute femme peut apporter autant pour notre avenir à tous. Ça, c'est le message de Darwin et de Claude Lévi-Strauss. Voilà ce que sera le monde de demain. Je n'en sais rien du tout. C'est en train de se faire. Mais tout ce qu'on a connu depuis 10 000 ans ne peut pas continuer parce que nous arrivons à un monde limité, celui de M. Malthus. Désolé, il refrappe à la porte. Et en fait, ce que je voulais vous dire ce soir, nous sommes à l'EM de Lyon. Eh bien, en fait, la seule véritable entreprise de l'homme, le seul propre de l'homme, c'est de se réinventer lui-même. Et il est grand temps de réinventer l'idée de progrès et d'évolution pour les générations futures.